Agnès Evren, bonjour et bienvenue. Bonjour. Et bonne année, il est encore temps. Bonne année. Un mot de l'Ukraine avant de parler de l'actualité sociale. La France va livrer des chars de combat légers à l'Ukraine. Est-ce que vous approuvez ce soutien militaire ? Oui, bien évidemment. Moi, je suis députée européenne et il est vrai que l'Europe a été à la hauteur de ce rendez-vous essentiel avec une unanimité des 27. Beaucoup craignaient la division des 27 États membres. Pour le coup, encore une fois, je le redis, elle a été spectaculaire par sa réponse. Et elle a fourni évidemment des armes, un budget colossal. Un budget va être d'ailleurs de nouveau alloué à l'Ukraine en 2023, là, au mois de janvier. Il y a 18 milliards, je crois. 18 milliards, exactement. Et donc, oui, l'Europe a été à la hauteur des attentes et je trouve ça très, très bien que ce gouvernement continue évidemment d'alimenter l'Ukraine avec une aide militaire, naturellement. Alors, la rentrée est marquée par l'actualité sociale. Ce que fait le gouvernement face au coût de l'électricité qui augmente est-il suffisant ? On pense aux boulangers, c'est la galette des rois aujourd'hui à l'Élysée. On pense aux restaurateurs qui seront reçus à Bercy. Écoutez, je pense que c'est insuffisant. On voit aujourd'hui la situation dans laquelle sont plongés en fait les Français en matière donc d'inflation et de précarité énergétique. Je suis moi-même élue du 15e arrondissement. Je suis donc allée à la rencontre des boulangers dans ma circonscription avant-hier et tous me disaient qu'en fait l'explosion des factures d'électricité était totalement inabsorbable pour eux. Il y a un guichet unique pourtant, il y a des aides. Oui, mais pour l'instant, ils me disent c'était de l'aumône parce qu'en fait, il y avait donc une possibilité d'aide à hauteur de 40% quand on a des factures qui explosent à hauteur de 80% parfois. Et donc, un boulanger m'expliquait par exemple qu'il avait, il y a 5 ans, une facture d'électricité à hauteur de 2 800 €, qu'aujourd'hui c'est 8 900 € et que donc il est dans l'obligation de licencier 2 personnes. Il ne peut pas changer de fournisseur d'électricité ? Eh bien, c'est ce qu'il va essayer de faire. Donc, ils étaient plutôt rassurés par ce qui avait été annoncé par le gouvernement, même si pour l'instant, ça restait totalement opaque. Le vrai sujet, il est très simple. Il est au niveau européen. Pour quelle raison ? Il faut bien expliquer aujourd'hui que le prix de l'électricité est corrélé à celui du gaz et qu'il faut donc réformer le marché de l'électricité au niveau européen pour décorréler le prix de l'électricité du prix du gaz. Et c'est pour quand ? Mais il faut l'expliquer justement. Ça fait des années qu'on le réclame. Il faut qu'Emmanuel Macron nous aide dans ce domaine-là. Il faut tout simplement se rendre compte qu'aujourd'hui, nous payons le prix d'une électricité très très chère parce que justement cette réforme n'a pas encore été menée et alors que la France produit une électricité à bas coût et une électricité vertueuse grâce à l'hydraulique et grâce au nucléaire. Et donc il y a des négociations européennes qui vont être menées là dès la rentrée, mais nous avons besoin que ce gouvernement mette tout son poids dans la balance pour nous aider à réformer ce marché de l'électricité au niveau européen. Il faudra des mois encore. Parce que c'est très très bien, vous savez, de distribuer des chèques comme des billets de Monopoly, mais à un moment donné, l'open bar, ça suffit. On a aujourd'hui 3 000 milliards de dettes. Donc, il faut à un moment donné avoir aussi des propositions qui soient pérennes. Et la seule proposition qui me semble pérenne et qui me semble utile, efficace et urgentissime, c'est la réforme du marché de l'électricité au niveau européen. Alors, la rentrée sociale est dominée aussi par la réforme des retraites. Selon l'Institut ELAB, 1 Français sur 4 seulement envisage d'accepter de travailler jusqu'à 64 ou 65 ans. Est-ce que cette réforme n'est pas mort-née ? Non, je ne l'espère pas. En tout cas, nous, chez les Républicains, nous avons une vraie crédibilité sur le sujet, puisque toutes les réformes successives qui ont été menées par la droite, le gouvernement Balladur, le gouvernement Fillon, Nicolas Sarkozy, ont visé justement à garantir notre système par répartition et en assurer sa pérennité. Donc, nous avons une vraie crédibilité. Moi, je considère que cette réforme est indispensable pour 2 raisons. D'abord parce qu'il faut le réexpliquer. C'est vrai que ce gouvernement a manqué de pédagogie et a accentué l'anxiété, en fait, à force de focaliser sur la mesure d'âge 64 ou 65 ans. Elle est indispensable pour 2 raisons. La première raison, c'est que notre système est structurellement déficitaire. Le corps l'a très clairement expliqué. Aujourd'hui, certes, notre système est excédentaire pour 2021 et 2022. Mais on va dans le mur. Mais dans les 25 prochaines années, il va être déficitaire et à hauteur de 7 à 10 milliards en 2027. Et que donc, oui, si on ne fait rien, on va continuer de creuser ces déficits et qu'il va être très, très difficile de garantir notre système par répartition. Et la deuxième raison, c'est tout simplement
parce que ce système est profondément injuste pour nos retraités qui ont travaillé à la construction de notre pays et qui sont aujourd'hui en train, pour beaucoup, de s'enfoncer dans la précarité. Pourquoi ? Parce qu'il y a un chiffre qui est très éloquent. 3 à 10 Français qui sont à la retraite actuellement touchent une retraite de moins de 1 000 € bruts par mois. C'est tout simplement indigne. Et donc, nous voulons, nous, chez les Républicains, garantir une retraite de 1 200 € pour nos retraités. Net. Et vous savez, ça correspond à un chiffre de 5,7 millions de retraités qui touchent moins de 1 000 € bruts. Pour financer cela... Et beaucoup de femmes, justement, sont représentées dans ces 7 millions de retraités. Pour financer ces avancées, est-ce que les députés LR voteront 64 ans ou 65 ans ? Alors, pour moi, le vrai sujet, il n'est pas tant dans l'âge. Le vrai sujet, pour moi, il faut arrêter de s'arc-bouter et de faire de l'âge l'alpha et l'oméga. Et d'ailleurs, c'est ça qui rend le sujet extrêmement sensible et douloureux pour beaucoup de Français. Je pense que le vrai sujet, c'est de régler tous les problèmes. Par exemple, si on prend l'employabilité des seniors, on a tous des amis aujourd'hui qui, à 55 ans, sont parfois foutus à la porte de leur entreprise. Donc, le sujet sur l'employabilité des seniors, il faut le redire, c'est que la France est l'un des pays les plus mauvais, entre guillemets, par rapport aux autres pays européens en termes d'employabilité. On est à 56% d'emploi des seniors entre 55 et 64 ans, quand l'Allemagne est à 72%. Les entreprises Donc, vont devoir faire un effort là-dessus. Un effort, quitte à être sanctionné. Pourtant, vous voyez, je suis de droite et je le dis, quitte à être sanctionné. Il n'est pas admissible dans notre pays que les seniors aient des difficultés parfois à être maintenus dans leur emploi alors qu'ils n'ont que 55 ou 58 ou 60 ans. Donc, il y a l'employabilité des seniors. C'est un sujet qu'il va falloir régler. Il y a, comme je l'ai dit, le problème des retraites minimales. Il y a le problème aussi, évidemment, des femmes. Il y a le problème de la pénibilité des carrières. Il y a le problème des carrières longues. Vous voyez, donc arrêtons d'être totalement focus sur l'âge 63, 64, mais il faudra bien travailler plus longtemps quand même. Ça ne réglera pas le problème. En revanche, comme vous le dites, évidemment, comme tous les pays voisins, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, on va vivre plus longtemps. Donc oui, on va travailler plus longtemps. Mais arrêtons encore une fois de focaliser sur 65 ans, qui, je pense, c'est vrai, peut être anxiogène en fait pour les Français. Un mot de l'Europe qui lance une nouvelle politique agricole commune en ce début de 2023. Est-ce que le revenu des agriculteurs, notamment français, va augmenter ? Alors, écoutez, c'est un budget important qui va être alloué puisque c'est 387 milliards d'euros sur 5 ans et 45 milliards pour la France. La principale force de cette nouvelle PAC, c'est qu'elle va être plus verte et ça, c'est indispensable, tout en garantissant en fait le développement économique des exploitations agricoles et des territoires. Et donc, ça a été des négociations qui ont été, je dois le dire, très difficiles. C'est Anne Sanders, en tant que députée européenne, qui a géré pour la France, en tout cas pour notre groupe, parce qu'il fallait d'une part garantir un revenu décent à nos agriculteurs, garantir également notre sécurité alimentaire, et ça c'est très très important. Et verdir. Tout en accompagnant tous ces acteurs vers la transition écologique. Ça va marcher, ça risque d'être un petit peu compliqué, je dois le dire, parce que là aussi, toutes les aides qui ont été mises en place, notamment l'éco-régime, c'est comme ça qu'on appelé toutes ces aides financières, elles sont très très difficiles en fait à être mises en application parce que les agriculteurs disent eux-mêmes que ça va être des comptes d'apothicaires et qu'il va falloir un mode d'emploi, une formation pour comprendre comment est-ce qu'on saura si oui ou non on aura le droit à telle ou telle aide financière. Alors, l'autre actualité de votre Parlement européen, c'est la corruption, avec cette affaire dite Qatargate. On voit des levées d'immunité parlementaire qui ont été demandées par le Parlement. Est-ce que vous craignez l'ampleur de cette affaire ? Est-ce qu'on ne va pas tirer un fil et faire venir toute la pelote ? Écoutez, si c'est le cas, c'est à la limite, tant mieux. La vérité doit éclater. Ce qui s'est passé est gravissime. Vous savez, nous, on bataille tous les jours pour essayer de renforcer la confiance des Français à l'endroit de nos institutions européennes. Et là, cette affaire de corruption a éclaboussé l'intégralité des députés européens. Alors que je dois le dire, 99% des députés sont honnêtes. Et qu'il faut absolument sanctionner les corrupteurs, mais aussi les corrompus. Aujourd'hui, le Parlement européen a répondu avec une très très grande force. Et il faut le dire, il y a des points de vulnérabilité dans notre fonctionnement. Parce qu'on nous dit, oui, mais il faut renforcer la transparence, la surveillance des élus à travers les contacts, les rendez-vous. Non, ce n'est pas le sujet. Parce que quelqu'un qui veut être corrompu, il peut être corrompu à l'intérieur de l'institution, mais il peut être corrompu également chez lui. Donc, ce n'est pas tellement la transparence des élus. On ne va pas mettre un policier derrière chaque député. C'est surtout notre mode de fonctionnement. D'abord, sur les résolutions d'urgence. Il faut bien qu'on comprenne que les résolutions d'urgence, elles émanent de pays tiers, en fait. Ils choisissent, en fait, quelques députés qui travaillent au sein de la sous-commission des droits de l'homme sur des droits de l'homme qui seraient bafoués, par exemple, à prisonniers politiques. Sauf que des ONG, dont on ne connaît pas exactement en toute transparence leur
leur travail, des ONG en fait arrivent à dévoyer en fait cette résolution d'urgence pour faire un peu une guerre d'influence C'est ça qu'il faut sur réformer. l'intérêt d'un pays. Eh bien non, il ne faut pas que l'Europe soit gangrénée à ce niveau-là. Et le deuxième sujet, c'est toutes les délégations, ce qu'on appelle des groupes d'amitié, qui sont créés sans aucun encadrement. C'est-à-dire que n'importe quel député peut décider de créer une délégation, un groupe d'amitié avec tel ou tel pays, et que là aussi, il faut l'encadrer davantage parce qu'on ne sait pas qui a été rencontré, quels ont été les contacts. Et voilà à mon avis, les deux sujets de vulnérabilité systémique de notre fonctionnement du Parlement européen, à la fois sur les résolutions d'urgence et sur les groupes d'amitié qui ne sont absolument pas encadrés. Alors à propos de groupes d'amitié, parlons des Républicains. Vous avez soutenu Éric Ciotti en disant à la fin de sa campagne, il est temps de laisser sa chance à Éric. Il est à la hauteur de vos attentes depuis son élection ou est-ce qu'on n'est pas un peu dans un attentisme qui se prolonge ? Écoutez, pas du tout. Vous voyez, il y a une vraie attente de la droite, puisque vous-même, vous êtes pressé de savoir. Écoutez, le sujet actuel, c'est la réforme des retraites. Est-ce que, on nous parle beaucoup, quand est-ce que va sortir l'organigramme, l'équipe, on ne va pas continuer de se regarder le nombril alors qu'on est sur un sujet absolument essentiel pour oui, mais l'avenir même sur ce des sujet, Français. députés et sénateurs ne sont pas d'accord chez vous. Oui, bien sûr qu'ils ne sont pas d'accord. C'est un sujet bien important et c'est normal qu'Éric Ciotti, en tant que président, réussisse à faire converger les positions. Mais vous savez, on est tous unanimes sur un point, c'est que cette réforme, elle est indispensable. On est unanime également sur un autre point, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, ce qui compte aujourd'hui, c'est de régler tous les problèmes qui sont annexes à la mesure d'âge, la pénibilité, les femmes, les retraites minimales. Et aujourd'hui, évidemment, nous apporterons notre soutien à la réforme, mais pas à n'importe quel prix. Et donc, nous attendons tout simplement de découvrir le contenu de cette réforme. Pour parce qu'il y a eu après, il y aura le Parlement. 6 ans d'indécision et aujourd'hui, laissez-nous le temps de discuter. On a une réunion mardi 10 janvier avec les députés justement pour définir notre position définitive. Mais on n'a pas encore le contenu du texte. Donc, Il faudra quand même faire une équipe autour d'Éric Ciotti. Pas simple d'intégrer des éléments venus de chez Retailleau, de chez Pradier. C'est ça qui bloque ? C'est pas ça qui bloque du tout. Je pense qu'Éric Ciotti est tout simplement aujourd'hui complètement concentré sur la réforme des retraites. Et vous savez, la droite, c'est pas un seul bloc, c'est plusieurs sensibilités. Donc il nous faut la sensibilité sociale d'Aurélien Pradier, la sensibilité plus régalienne, c'est vrai, d'Éric Ciotti, la sensibilité plus traditionnelle de Bruno Retailleau. On a eu, nous, dans un même gouvernement, une Simone Veil et un Charles Pasqua. Et donc il n'y a pas il n'y a rien de contradictoire. Et vous, quelle place pour vous ? Écoutez, moi, je suis vice-présidente des Républicains. J'aspire à le rester, tout simplement. Je n'ai rien demandé de particulier. Moi, je veux participer à la reconstruction de la droite parce que vous savez, si demain la droite ne survit pas, on sera remplacé par le Rassemblement national. Et donc, dans l'intérêt du débat démocratique, j'ose espérer que demain, l'alternance, elle sera incarnée par une droite républicaine plutôt que par des extrêmes. Et quelle méthode pour choisir le présidentiable ? À la primaire, plus personne n'en veut. Il faut que la direction désigne et que les militants ratifient. Exactement. C'est comme ça, parce que c'est vrai que les primaires ont jusqu'à maintenant toujours plombé les candidats. D'ailleurs, c'est valable pour la gauche comme pour la droite. Et que Éric Ciotti a été élu sur cette promesse. Et donc, la cohérence voudrait qu'il n'y aurait plus de primaires dans nos statuts. Eh bien, Agnès Evren, merci et bonne journée. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain, 7h45, votre invité sera Jean-Christophe Cambadélis, ancien premier secrétaire du PS.